C'est le moment d'accueillir notre invité santé aujourd'hui et c'est vous, Dr William Bérébi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gastro-entérologue et hépatologue, créateur du podcast Merci Docteur et l'auteur du livre Médecine microbiotique chez Marabout. Vous écrivez que le XXe siècle était le siècle des vaccins et des antibiotiques et vous dites que le XXIe siècle sera le siècle du microbiote. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors ça signifie que le microbiote intestinal, si vous voulez, c'est une espèce de super-héros. C'est Docteur Strange, Superman et Hulk à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, il régule tout ce qui se passe dans notre organisme. À partir du moment où on a un microbiote équilibré, résilient, c'est-à-dire qui est capable de résister, on va empêcher l'intrusion dans notre organisme de certaines substances toxiques, chimiques, certaines bactéries néfastes également. Et ces bactéries ou ces substances chimiques, quand elles passent la paroi intestinale, donc qui est protégée par le microbiote intestinal, ça va partir dans les différents organes. Donc dans le cerveau, dans le foie, au niveau du vagin, etc. Et ça va induire donc différentes maladies. La maladie de Crohn, la maladie d'Alzheimer, l'obésité, la maladie du foie gras, etc. Donc en fait, le message, si j'avais un message à faire passer, c'est de dire que le microbiote intestinal, en fait, c'est le patron du corps humain, c'est lui qui régule, c'est la centrale qui va faire en sorte que vous régulez votre santé et que vous évitez l'apparition de maladies dans tous les organes. C'est comme des petits missiles qui partiraient à partir du moment où ils ont passé cette barrière. Alors, ces petits missiles, ces bonnes bactéries, ces bons microbes, on va dire, on les trouve où ? On sait qu'on les trouve dans notre intestin. On dit aujourd'hui même que c'est notre deuxième cerveau. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. On est colonisé de partout, en fait. Tout à fait. On est en symbiose, en fait, en harmonie avec ce microbiote, qui est un organe à part entière. Il y a 200 millions de neurones afférents, c'est-à-dire qui partent de l'intestin et qui vont au cerveau via le nerf vague et qui alimentent donc qui envoient des informations au cerveau. C'est pour ça qu'il y a un lien fort entre le stress, par rapport au stress, à l'anxiété et à la dépression. Le nerf vague, en quelques mots C'est un nerf central qui va partir de l'intestin et qui va remonter vers la région cérébrale, vers le système nerveux central. Et donc, les bactéries, on les a à l'état normal, on en a 39 000 milliards et on a 1000 espèces différentes en tout. On en a chacun, on n'a pas tous les 1000, on a quelques centaines chacun. Et donc, cet équilibre se passe entre le microbiote, donc ces bactéries, et notre corps dans sa globalité. Donc, il faut avoir une vision, si vous voulez, globale, holistique du corps et pas dire, voilà, c'est des organes. En fait, il y a effectivement plein d'organes, mais ils sont tous reliés au microbiote intestinal. Alors, on va s'intéresser ce matin à celui de notre ventre, de microbiote. Et il faut savoir que ce microbiote, déjà, il a une fonction immunitaire. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, le microbiote, c'est la première barrière, en fait. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, l'intrusion des bactéries pathogènes ou des substances chimiques toxiques va être bloquée si le microbiote est équilibré. Il y a les bactéries qui vont nous protéger, donc il y a des cellules dans ce microbiote qui vont nous protéger, il y a des macrophages, etc., des lymphocytes aussi, qui vont être en fait une barrière immunitaire. Et puis, 60% d'ailleurs des cellules de l'immunité sont dans le microbiote intestinal. De l'ensemble de l'organisme, 60% sont dans l'intestin. Et en fait, cet intestin et ces cellules immunitaires intestinales sont connectées en permanence. Comme le microbiote est connecté au cerveau, vous avez la même chose entre le système immunitaire intestinal et le système immunitaire sanguin. Et les deux communiquent et sont en interaction. Et donc, si votre microbiote est équilibré, vous avez une bonne immunité, vous empêchez les substances de rentrer et puis vous communiquez en bonne information avec votre système immunitaire sanguin. Bon, et comment on fait ? Parce que c'est ça qui nous intéresse, surtout dans le contexte actuel. Comment on fait pour le booster, cette immunité microbiotique, ce deuxième cerveau qui nous protège des maladies et autre chose ? Alors, en effet, aujourd'hui déjà, on a plein de choses qui existent. Il va y avoir des développements évidemment dans le futur, mais aujourd'hui, on a des protocoles microbiotiques que j'ai établis dans le livre, puisqu'en 2008, quand on a eu le séquençage complet du microbiote, on a pu identifier toutes les bactéries. Il y a eu des publications qui ont suivi dans différentes indications et j'ai établi des protocoles. Et donc, on sait aujourd'hui, et ça c'est très important à dire, c'est que ce qui compte, c'est d'utiliser la bonne souche. Parce que des probiotiques, il y en a plein, il y en a des centaines. Si on prend au hasard, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. C'est ça le deuxième message, c'est que les allégations qui sont mises par les fabricants sont parfois erronées, puisque ce n'est pas des médicaments au sens AMM, autorisation de mise sur le marché, c'est des compléments alimentaires. Donc, ce qui compte, c'est de se baser sur des études scientifiques validées,
de savoir quelle souche marche dans telle indication, dans l'obésité, dans l'intestin irritable, etc., et d'utiliser la bonne souche. Et c'est ce que je m'efforce de mettre dans le livre. Mais vous conseillez de faire une cure à quelle période de l'année? Parce que là, on est bien avancé dans l'hiver, ça vaut encore le coup de s'y mettre ou pas? Alors, pour l'immunité, en fait, moi, je recommande à l'automne, début de l'hiver. Maintenant, c'est un peu tard, mais sauf un cas particulier, ce sont les personnes qui font des infections répétées. Il y a des personnes qui font des gastroentérites souvent, des bronchites souvent, des sinusites souvent. Donc là, c'est intéressant, à tout moment de l'année, de leur faire une cure de probiotiques visant à renforcer leur immunité. Et lesquels en particulier pour l'immunité? Alors, on utilise Gasseri, par exemple, qui est une souche qui marche bien contre les problèmes immunitaires. Notez-le sur un petit papier, même si ça ne vous dit pas grand-chose comme ça. Docteur Beribi, on va se retrouver dans un court instant. On va continuer cette plongée au cœur de notre microbiote, ces bonnes bactéries qui peuplent nos intestins et que le moindre déséquilibre peut perturber. On va surtout apprendre à prévenir, voire à traiter certains maux grâce aux conseils de notre invité. Troubles digestifs, diabète, anxiété, problèmes gynéco. Selon lui, on peut améliorer tous ces maux grâce aux probiotiques. Alors on va vous expliquer la marche à suivre sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour dans lequel on fait un éclairage aujourd'hui sur la médecine microbiotique. Alors, on en parle avec vous, docteur William Beribi. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue et hépatologue et l'auteur du livre Médecine microbiotique chez Marabout. Alors, on va voir que prendre soin de son microbiote, ça permet de prévenir et de travailler de nombreux maux, à commencer par le syndrome du côlon irritable. 10 à 15% de la population serait touchée. Le fait d'avoir de bonnes bactéries dans nos intestins, ça pourrait améliorer les symptômes, docteur? Oui, tout à fait. Alors, ça améliore les symptômes, mais ça traite aussi le fond. Et surtout le fond. Parce que quelqu'un qui a mal au ventre ou qui a des problèmes de transit, si on lui donne juste un traitement symptomatique, ça ne va pas résoudre son problème. Le problème de fond, c'est qu'il y a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale. Et ce déséquilibre, tant qu'il persiste, le patient aura des symptômes, puisque dans le cas de l'axe intestin-cerveau, les deux communiquent, et l'intestin, s'il est en dysbiose, donc microbiote déséquilibré, eh bien, il va envoyer des informations au cerveau, qui lui-même va renvoyer des informations à l'intestin, qui vont majorer les douleurs. En fait, il y a un dialogue négatif, si vous voulez, entre les deux. Donc, en rééquilibrant le microbiote avec les bonnes souches de probiotiques, là aussi, il faut prendre les bonnes. Si vous prenez n'importe quel probiotique, ça ne marchera pas et vous direz non, les probiotiques, ça ne marche pas. Mais si ça marche, mais il faut utiliser les bonnes souches. Et dans ce cas-là, on va rééquilibrer et on va avoir une action de fond sur l'intestin irritable. Alors, docteur Beribi, ce sujet passionne nos auditeurs. On a une question à nouveau de Delphine qui demande le microbiote a-t-il un impact sur la qualité de notre peau? Peut-il engendrer de l'acné, de l'atopie s'il est désorganisé? Bien sûr, c'est extrêmement bien connu. Au niveau de l'eczéma atopique, par exemple, ou de l'eczéma même chez l'adulte, eh bien, on a un déséquilibre du microbiote cutané. Et notamment, il y a un champignon qui prolifère parce que, justement, la peau est déséquilibrée en termes de bactéries. Et donc, souvent d'ailleurs, dans l'eczéma, on va donner des corticoïdes, mais aussi un médicament antifongique. Donc oui, c'est lié. Parce qu'on rappelle qu'il y a un microbiote intestinal, un microbiote cutané, vaginal, buccal, enfin on n'a pas un microbiote, c'est des microbiotes. Partout. Alors dans votre livre, vous parlez de l'obésité. C'est quoi le lien entre le microbiote intestinal et l'obésité justement? Est-ce que par exemple, je sais pas moi, les personnes obèses ont un microbiote moins riche que les autres? Voilà, tout à fait. Elles ont un microbiote moins riche que les autres, moins varié. Ils ont trop de mauvaises bactéries et pas assez de bonnes bactéries. Donc, ça va jouer un rôle dans le stockage, en fait, c'est-à-dire à quantité égale alimentaire, ils vont stocker les calories beaucoup plus. Et on a des possibilités d'agir maintenant, puisqu'on a identifié des bactéries qui régulaient l'appétit et qui produisaient des hormones, qui stimulaient des hormones de satiété, ce qui fait que la personne a moins faim, consomme moins et métabolise moins également, donc stocke moins. Docteur, pour accompagner justement l'obésité et donc rééquilibrer ce microbiote qui est en dysbiose, c'est le terme, voilà. Vous préconisez de prendre non pas des probiotiques mais des prébiotiques. C'est quoi la différence? De quoi il s'agit? Alors, les prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries. Les bactéries, donc, c'est ce qu'on a dans l'intestin, 39 000 milliards. Les probiotiques, c'est des bactéries vivantes qu'on apporte. Il faut qu'il y en ait dans une gélule 1 milliard minimum pour que ce soit actif. Et les prébiotiques, c'est ce que vont manger nos bonnes bactéries. C'est leur garde-manger, alors. Ouais. C'est leur manger, leur repas. Ils ont besoin de carburant. C'est un organe. Il leur faut de l'énergie, du carburant. Et ce carburant, elles vont le tirer des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres alimentaires. Donc, c'est les légumes, c'est les fruits, c'est les légumineuses, les céréales complètes. Ça, c'est vraiment ce qu'on trouve dans notre assiette, en fait, finalement, en choisissant les bons aliments. Quoi. Voilà, c'est ça. Manger sainement, beaucoup de fibres,
bio de préférence. Et à ce moment-là, vous allez donner de la bonne nourriture à votre microbiote. Mais si on mange pas si bien que ça, on peut prendre des prébiotiques, c'est ça, pour rééquilibrer un peu? Alors, il y a des prébiotiques qui existent sous forme de gélules, commerciale, si vous voulez, industrielle, mais c'est moins bien que de manger. Bien sûr, et de bien manger, ça vous coûtera moins cher. Bien manger des légumes, des fruits, voilà, et c'est tout simple. Il y a aussi des pistes prometteuses pour traiter l'obésité, c'est la greffe fécale. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? On transplante le microbiote d'une personne mince dans celui d'une personne obèse ou... Oui, pas tout à fait. On n'y est pas encore à ça, mais on y viendra. Aujourd'hui, la transplantation fécale, il faut bien dire une chose, c'est que la seule indication sont les personnes qui font des infections répétées à Clostridium difficile. Il y a des études cliniques, je crois, aussi dans des maladies de Crohn ou des maladies endémiques, des maladies intestinales. En France, exactement. Sur la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, il y a des études en cours. Je suis en contact avec le centre de référence pour inclure certains de mes patients. Donc, si vous voulez, ça existe, mais c'est en cours d'étude. Donc, on est aux prémices, quoi, vraiment. Voilà. Et dans l'obésité, pour revenir à votre question, effectivement, donc on prend donc du microbiote, des selles de personnes de donneurs sains, on va dire, et on va les transplanter par coloscopie ou par voie buccale ou sous forme de gélules congelées. Et ça va modifier le microbiote. Alors, le seul problème, si vous voulez, et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une indication, c'est que on n'a pas encore le recul sur des dizaines d'années sur ce qui se passe. Donc, si on transplante pour l'obésité, peut-être qu'à très long terme, on peut avoir le microbiote de quelqu'un qui avait une tendance à avoir une maladie de Parkinson, par exemple, et vous pourriez, à très long terme, développer la maladie de Parkinson. Ça, c'est encore l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent, bien sûr, sur la transplantation fécale. Et on voit sur les réseaux des choses qu'il faut vraiment dénoncer. Prendre avec attention. Oui, le champ des possibles, en tout cas, pourrait être énorme en suivant les études. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait guérir, vous en parlez dans votre livre, des mots psychiques, pour le coup, comme l'anxiété, en prenant soin de son microbiote? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les psychobiotiques. Les psychobiotiques sont les substances qui vont agir sur le cerveau. Donc on sait que, si vous voulez, quand le microbiote est déséquilibré, il va fabriquer moins de certaines substances, notamment la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. À l'inverse, il va fabriquer plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et donc tout ça va se déséquilibrer et générer de l'anxiété. Ça génère aussi, alors il y a une autre substance qui est la GABA. On sait que le fait d'avoir un microbiote déséquilibré va faire que cette GABA va être moins synthétisée, donc par nos bonnes bactéries, donc, et du coup, ça va augmenter la dépendance à l'alcool. Donc ça, c'est extrêmement important à savoir. On connaît tous des personnes qui ont rapidement pris goût à l'alcool, et d'autres pas. Et c'est lié au microbiote. Tout à l'heure, Fabrice Midal vous demandait pendant la publicité si l'hypersensibilité pouvait être liée au microbiote. Vous lui avez répondu que oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc tout ce qui est psychique, on va dire au sens large, découle d'anomalies, du cortisol, de la sérotonine, de la GABA, du circuit endocannabinoïde, etc. Pour illustrer ça, justement, dans le livre, vous parlez d'études sur le microbiote de souris déprimées et d'autres en pleine forme. Qu'est-ce qu'on observe dans ces études? Alors, il y a plusieurs études. La greffe fécale qui a été faite dans ce cas-là chez les souris ont changé leur état. Si on leur donne des prébiotiques et des probiotiques, on va voir qu'elles vont être plus dynamiques, plus stimulées, qu'elles vont avoir plus d'énergie avec les tests de laboratoire. Et ça a été aussi étudié chez l'homme, bien évidemment. Bon, ça marche sur la dépression de la souris, à voir si ça marchera sur la dépression humaine. Peut-être ça se confirme pas toujours ce qui se passe chez l'animal, chez l'homme. Absolument, mais en l'occurrence, ça s'est confirmé puisqu'on a des études. Ce que je mets dans le livre, c'est toujours des études scientifiques validées, si vous voulez, uniquement. Et donc, effectivement, dans les dépressions passagères, dans les anxiétés, le stress, certaines souches comme Bifidobacterium longum, etc. Donc, je détaille ça, permettent d'améliorer les patients. Alors, parmi les choses à ne pas faire pour prendre soin de son microbiote, vous dites de ne pas fumer et éviter l'alcool. Alors, pourquoi? Tout à fait. Alors, le tabac et l'alcool vont abîmer le microbiote intestinal. Et tout le reste. Et donc, tout le reste par voie de conséquence. Alors, prenons l'exemple de l'alcool. L'alcool va créer une micro-inflammation, donc des petites lésions non visibles à l'œil nu de l'intestin. Du coup, l'intestin va devenir perméable, c'est le fameux intestin poreux dont vous avez entendu parler. Du coup, les substances chimiques et les bactéries pathogènes passent et vont aller dans le pancréas, dans le foie, abîmer, par exemple, et générer du diabète. Bien sûr, et pareil pour le tabac? Pareil pour le tabac. Le tabac, il va créer aussi un déséquilibre du microbiote intestinal, puisque vous avez une partie qui va dans le tube digestif. Et les antibiotiques, on entend souvent dire les antibiotiques, c'est l'ennemi du microbiote. Oui, alors les antibiotiques, parfois on a absolument besoin d'en prendre. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas, mais effectivement, la prise d'antibiotiques va souvent
déséquilibrer le microbiote. Et c'est pour ça que c'est très important, toujours, donc ça c'est un troisième message, de prendre un probiotique, bactérie ou levure, probiotique. Le plus connu, je vais donner un nom parce qu'il est tellement connu, c'est l'ultralevure. Quand on prend des antibiotiques, ça va vous éviter de déséquilibrer votre microbiote et d'avoir par la suite des problèmes. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions sur cette médecine microbiotique qu'on aperçoit mieux, qu'on comprend mieux et qui pourrait donc être un merveilleux outil à suivre pour se soigner autrement. Oui.